Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Éléments de langage, un podcast maintenu, animé par Driss Rali. Alors l'épisode de ce lundi est lié à l'attentat de la préfecture de Paris, l'attaque qui a coûté la vie 4 policiers, plus le meurtrier, plus le terroriste. Je ne reviendrai pas sur les tenants et les aboutissants de l'attaque, je pense que les médias pour le coup ont fait leur boulot, mais j'essaierai de tirer très modestement et à mon humble niveau quelques leçons, quelques enseignements de ce qui s'est passé. La première, c'est que la France est devenue un pays d'extrémisme, où plusieurs radicalismes, plusieurs radicalités s'expriment, se déploient, se manifestent et rentrent en concurrence les unes avec les autres. Il y a bien sûr l'extrémisme islamiste, évidemment. Il y a l'extrémisme de gauche, qui a pignon sur rue, plusieurs élus et une représentation dans les médias et les universités. Cet extrémisme-là continue et on paye le prix de ses erreurs et ses errements. Il y a l'extrémisme de droite, pas forcément l'extrême droite ou l'ultra-droite, ça c'est le dernier dada des médias, c'est de parler de l'ultra-droite, puisque l'extrême droite ne fait plus peur, maintenant ils veulent nous faire peur avec l'ultra-droite. Non, je ne parle pas de ça, je parle des groupuscules qui vivent dans la nostalgie du fascisme ou d'un réveil blanc, suprémaciste, vous voyez ce genre d'illuminés. Ils sont extrêmement minoritaires, pour l'instant ils ont fait de mal à personne, mais ils sont là, et c'est un extrémisme qui est dans le sectarisme et donc qui ne sert à rien, qui n'établit de pont avec personne et qui se condamne lui-même à la marginalité. Et ils sont bien moins nombreux que les extrémistes de gauche, que cela soit dit en passant. Il y a l'extrême crime, c'est la délinquance, qui est un pouvoir presque politique en France, puisqu'elle détient un contrôle territorial. Alors évidemment, ce ne sont pas des territoires en continu, avec une continuité sur plusieurs kilomètres carrés, mais ce sont par-ci par-là des portions qui, mises bout à bout, constituent déjà quelque chose, une sorte d'arrière-cour du crime, une sorte les Anglais disent safe haven, une sorte de refuge à la marginalité, marginalité narco, marginalité du cannabis, marginalité des cambriolages, et de la violence gratuite, qui est le nouveau compagnon de route de la société française, cette violence gratuite qui règne, qui s'exprime, se manifeste partout, même dans les fameux îlots de sécurité où les Français espéraient encore avoir un peu de répit. Donc il y a l'extrême crime. Il y a l'extrême incompétence, ça c'est une nouveauté. Alors là, je vous disais, l'extrême gauche, l'extrême droite, l'extrême crime, ça c'était connu, tout le monde l'avait vu, tous ceux qui ont les yeux ouverts. L'extrême incompétence, ça c'est une nouveauté, on découvre comme ça, bêtement, qu'il y avait de la radicalité dans la police, au cœur de la direction du renseignement de la préfecture de Paris. Ah bon? On découvre des ministres qui disent que le meurtrier n'a rien d'islamiste, n'a rien avec le radicalisme, que c'est certainement déséquilibré, puis dans les heures suivantes, on découvre que le type était suivi et spoté pour sa conversion et son radicalisme. Voilà, donc ça, c'est ce que j'appelle l'extrême incompétence. C'est nouveau, c'est un acteur nouveau. C'est une radicalité nouvelle dans la politique française. À mon avis, c'est aussi dangereux que les 3 autres extrémismes que je viens de citer. Il y a aussi l'extrême déni, qui pourrait être un synonyme de l'extrême centre, c'est-à-dire ce pouvoir qui nous gouverne. Et c'est l'extrême déni, l'extrême centre, c'est-à-dire c'est des gens, c'est un complexe de personnes, c'est un groupe malheureusement qui est hégémonique et qui ne veut rien entendre. Alors ils sont capables de jeter Éric Zemmour aux gémonies sans l'avoir entendu, son procès, sans avoir même entendu son discours. Ils l'ont pas entendu, Ils ont entendu des éléments de langage, des extraits. Ils connaissent pas comment on dit en français, le bénéfice du doute. C'est toujours à charge. Alors, ils sont capables de s'enflammer et d'ostraciser Zemmour et de le lyncher en public. Par contre, ils sont incapables de relier les points et de dire qu'un islamiste est un islamiste, même si le type est créé Allah Akbar et fréquente des mosquées salafistes, même si l'imam de la mosquée faisait l'objet d'une ordonnance, je crois, d'un ordre d'expulsion. Voilà, tout ça, ils sont incapables de le processer. C'est vraiment un blocage mental. C'est un blocage mental. Par contre, dès qu'il s'agit d'attaquer Éric Zemmour ou des gens qui ne pensent pas comme eux ou qui ne sont pas progressistes,
je mets plusieurs guillemets autour du mot progressiste, bien sûr, eh bien, ils sont tout de suite, ils se redécouvrent une lucidité qu'ils avaient perdue, qu'ils perdent dès qu'il s'agit d'islamisme, de délinquance ou de coexistence entre les communautés. La deuxième leçon, encore une fois, je les tire à mon humble niveau, c'est la nervosité du pouvoir. Le pouvoir est nerveux. Il n'a pas la trouille, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il a la trouille, mais il est nerveux. Parce que ce que dit le français de la rue, le lambda, il demande, il exige un changement de politique. Bon, bien sûr, les gens sont sidérés de voir que même les flics se font massacrer chez eux dans les commissariats. Donc c'est dire qu'au cœur du dispositif enfin, le quai des Orfèvres, c'est pas n'importe où, quoi. C'est pas deux policiers en VTT dans une cité, non, c'est autre chose. C'est vraiment le symbole même de la police, du ministère de l'Intérieur. Donc si les gens sont sidérés, évidemment, que ça se passe là-dedans, que même là, il n'y a plus de sécurité. Et ils demandent juste un changement de politique, ils ne demandent pas forcément le départ du pouvoir. On n'est pas en train de parler des gilets jaunes. Les gens demandent juste un changement de politique. Et on leur répond tout de suite par l'anathème et la menace. Vous êtes d'extrême droite, vous êtes nauséabond, vous avez des pensées errantes, vous êtes la France qui délire, vous êtes des pétainistes, vous vivez en 1940. Donc on stigmatise les gens qui ne font que demander un changement de politique. C'est quand même la base de la démocratie, hein, demander, exiger non seulement l'alternance, mais le changement de la politique. Là, on ne demande même pas l'alternance, ni des élections anticipées, on demande juste que les politiques du gouvernement soient revues et corrigées et réorientées. On ne peut pas dire qu'elle soit non plus un succès. Donc c'est légitime de demander un changement. C'est juste ça. Eh bien, face à 4 policiers vilement assassinés, massacrés, égorgés, ceux qui sont traités d'extrémistes, ce ne sont pas les meurtriers ou ceux qui ont inspiré les meurtriers, c'est nous. La majorité silencieuse, la majorité indifférente, appelez-la comme vous voulez, mais surtout la majorité sidérée qui a peur. Voilà, donc cette peur, ces victimes, cet être collectif, qui est ce peuple français qui est victime du terrorisme et dont on a tué les représentants les plus... Enfin, le peuple français a délégué le monopole de la violence à l'État. Ça s'est passé il y a longtemps. Ça s'appelle le contrat social. On a délégué le monopole de la violence à l'État. Et là, quand on attaque l'État, la police, on attaque le peuple français. Nous sommes tous attaqués. Et bien ce peuple français, sa souffrance non seulement elle est balayée de la main, mais en plus on l'accuse d'être l'extrémiste. Ça s'appelle une inversion de culpabilité. C'est un truc assez machiavélique. Donc, troisième leçon, et elle est dans la continuité de ce que je viens de dire. On a l'impression qu'il y a un pacte du silence, un pacte du silence organisé pour l'impunité des islamistes. Tout conspire pour que les islamistes ne soient jamais mis en cause. Alors, je suis conscient que ces paroles sont graves, mais l'heure est grave. On est en train de massacrer des policiers au sein même de l'hôtel de police de Paris, le quai des Orfèvres, la préfecture de police. Et je prononce ces paroles au conditionnel, puisque je n'ai pas accès aux documents, ni aux archives, ni à rien de secret. Donc je dis, on a l'impression, il y aurait une espèce de pacte tacite, conscient ou inconscient, enfin certainement inconscient, entre le pouvoir et les islamistes. Enfin, le pouvoir, je ne parle pas du gouvernement, je parle de l'ère du temps, quoi, du complexe qui est formé par les politiciens, la classe politique, enfin une certaine classe politique, certains médias, certains milieux culturels, et une partie même du peuple, riche ou pauvre, peu importe, ils forment partie du peuple, qu'ils soient riches ou pauvres, citadins urbains. Et donc il y a un complexe, il y a un groupe d'intérêts qui ont intérêt à ce que les islamistes ne soient pas poursuivis. Pourquoi? Parce que le meurtrier à chaque fois meurt. À part Salah Abdeslam, la plupart sont morts au moment où nous on apprend qu'il y a eu un attentat. On nous dit que le type est mort, donc il ne peut pas aller en procès. Donc lui, il exauce son vœu d'aller au paradis, en tout cas seul Dieu décidera, mais il exauce son vœu de mourir en martyr. Il exauce son vœu de tuer, parce que c'est des méchants. Ils sont habités par la méchanceté, donc lui il exauce son vœu, il meurt, et il croit qu'il meurt en martyr. Mais nous, la population, le peuple, nous n'avons pas le droit d'inventaire et avoir des explications. Et tout de suite après, c'est là que je parle d'impact, c'est nous qui sommes déradicalisés. Tout de suite après, la sidération est encore de mise, on nous explique à longueur d'interviews à la télévision, avec les experts et les spécialistes, que il faut faire attention à l'extrême droite, à l'ultra-droite, que l'islam est paix et amour. Donc on est en train de déradicaliser les victimes,
et les futures victimes. Je dis bien les victimes parce que quand on tue un flic, on tue chacun d'entre nous. C'est pas seulement le flic qui est mort ou sa famille qui est meurtrie, c'est toute la communauté, c'est toute la population, c'est le peuple en entier. L'État lui-même est une victime, l'État, la République, l'administration. Eh bien, c'est nous tous qui sommes déradicalisés, pas les terroristes ou ceux qui pensent comme eux. C'est quand même assez drôle. D'où l'idée, encore une fois au conditionnel, hein, je ne fais que des spéculations à mon modeste niveau, d'un pacte du silence. Il n'a pas été écrit, il n'a pas été déposé chez notaire. C'est juste l'ordre des choses. Ça se passe comme ça, quoi. Ça se passe comme ça. Tout le monde y trouve son intérêt. Ils n'ont pas eu besoin de se mettre d'accord, hein. Que ce soit à Guantanamo, à Fleury-Mérogis ou au Qatar. Je dis juste que ça se passe comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je décode, hein. Je n'accuse personne, mais je dis c'est quand même, ça interpelle quand même de voir c'est le même mécanisme à chaque attentat, c'est le même mécanisme qui se met en place systématiquement. On a l'impression que les gens sont conditionnés pour nous dire que paix, amour, ne vous méfiez pas de l'islam, nous vous interdisons de remettre en cause l'islamisme ou même l'islam ou même les dérives de l'islam. Il n'y a aucun problème avec l'immigration. Et puis, tout de suite après, on nous dit circuler, il n'y a rien à voir, puisque le terroriste est mort. Oui, mais comment ça s'est passé? Voilà, on est obligé de croire l'État. Bon, donc le pouvoir est nerveux, le pouvoir déroule toujours le même mécanisme de déradicalisation de la majorité silencieuse qu'il a élu, hein. D'accord? C'est pas le terroriste qui ont élu le pouvoir. C'est nous qui l'avons élu, ce pouvoir. Eh bien, ce pouvoir, pourquoi il est nerveux et pourquoi il nous déradicalise et il nous oppose ce mécanisme machiavélique qui interdit le débat et qui nous culpabilise alors que nous sommes les victimes? Eh bien, parce que il sait que s'il change de politique ou s'il commence à admettre son doute ou une remise en cause, eh bien, il va s'effondrer parce que tout pouvoir est à la fois un mythe et une oppression. L'oppression, tout va bien, elle est toujours chez eux. Ils ont le contrôle des forces de police et des grands médias, donc le contrôle continue, l'oppression continue. Mais le mythe est de plus en plus fragilisé. Le mythe progressiste, le mythe qui est le mythe fondateur du pouvoir aujourd'hui, il est fragilisé puisque à chaque attentat, c'est un coup de canif dans le vivre ensemble et dans la paix universelle et l'harmonie promise entre les différentes communautés. C'est eux qui nous ont vendu ce système-là, c'est pas nous qui l'avons demandé, et on voit très bien qu'il ne marche pas. On voit très bien qu'il y a un problème, une question musulmane en France, un problème islamique en France, là je dis bien islamique, musulmane, hein, de toute la communauté, il y a un problème. On pourra revenir dessus dans un autre podcast, et puis on voit que voilà, toutes les dérives du vivre ensemble, notamment d'une partition territoriale, hein. C'est pas moi qui dis ça, c'est M. Hollande. Donc on ne peut pas le soupçonner d'être un homme radical ou extrémiste. Voilà, donc le pouvoir ne veut pas ouvrir la discussion parce qu'il ne veut pas toucher à son mythe. Parce que si le mythe est remis en question, eh bien il perd en grande partie sa légitimité. Donc les attentats sont des crimes parfaits. Puisque tout le monde s'en sort gagnant. Les terroristes exaucent leurs vœux, le gouvernement ostracise les Français et les déradicalise, leur met une piqûre de rappel par rapport à l'islam et à l'immigration et au vivre ensemble. Et puis plus loin, moi je vais plus loin, c'est un crime parfait parce que le peuple, celui qui n'a pas accès aux médias, eh bien il s'adresse à ses voisins musulmans, ses collègues, ses amis, il leur dit mais pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi vous ne remettez pas en question les terroristes? Pourquoi gardez-vous votre silence? C'est quand même légitime. Quelqu'un qui tue au nom de l'islam, on a envie de dire aux musulmans, mais attendez, qu'en pensez-vous, quoi? Est-ce que vous désolidarisez? Pourquoi vous ne sortez pas dans la rue pour manifester, quoi? Eh bien, les musulmans, à juste titre, hein, j'en suis un, ils ont tendance, enfin certains, mais une bonne partie, ils ont tendance à se sentir pas coupables, mais accusés. Ils sont accusés, ils se sentent dans la ligne de mire, et par un réflexe assez grégaire, ils courent voter progressiste. Ça a été le jeu du PS pendant longtemps. Là, c'est le LREM qui rafle la mise et qui va continuer à la rafler jusqu'au jour où il y aura des partis musulmans et des candidats musulmans aux élections. Ça, c'est pour demain. Mais pour le moment, le LREM, très appuyé par les musulmans de France,
Et à chaque attentat, ces musulmans sont remis en cause. Et par maladresse, réflexe grégaire, ça il faudrait étudier ça de manière plus détaillée, ils courent s'abriter chez les politiciens qui ne les remettent pas en cause et qui rassurent sur la continuité des flux migratoires et sur le statu quo. Et le consensus progressiste, donc du PS en passant par LFI à LREM, voire une grande partie de LR qui est mon parti, enfin, un parti où je suis encarté, et le consensus, enfin l'idée c'est ça, le consensus c'est de rien changer, quoi. C'est de continuer à accueillir cette immigration venant du monde musulman, même si le monde musulman est en pleine incandescence. Voilà. Donc, même si le monde musulman est en pleine incandescence, c'est vraiment le pire moment pour faire l'immigration depuis le monde musulman, puisque le monde musulman est traversé par une fièvre djihadiste, une fièvre islamiste. Eh bien, nous, on continue quand même à nous exposer à cette fièvre, qui n'est pas notre problème normalement. La France ne fait pas partie de la civilisation musulmane, mais à force de déplacer les populations, elle est en train de devenir partie prenante à la civilisation musulmane. Je crois qu'il y a, je ne sais plus, hein, de mémoire, mais entre 25 000 ou 27 000 pèlerins français chaque année qui vont au Hajj, à la Mecque. C'est plus que les pèlerins envoyés par le Mali et le Sénégal mis ensemble. Hein. Je crois que c'est autant que le Maroc, hein, de mémoire, je ne me rappelle plus. C'est énorme. Donc, la France est devenue un pays musulman. Et donc elle va, qu'elle le veuille ou non, rentrer en résonance avec les problèmes du monde musulman. Et là, on arrive au pire moment, parce que c'est le pic du djihadisme dans le monde musulman. Et donc tout ça, je disais que c'était un crime parfait, puisque à chaque attentat, on court derrière le vote musulman pour le rassurer, et donc on continue la même politique qui empire finalement le problème de l'islamisme en France. Puisqu'on continue l'immigration, on continue à ne pas toucher, à ne pas expulser les imams dangereux. Enfin, quand même, l'imam de Gonesse, si ma mémoire est bonne, il devait être déporté. Pourquoi on l'a pas déporté? Je veux dire, c'est ce que je disais, c'est l'extrême incompétence, hein, ou l'extrême laxisme, appelez-le comme vous voulez, mais c'est délirant quand même. Après le Bataclan, quand on arrive encore à ne pas déporter des gens qui doivent être déportés, c'est hallucinant. Dois-je rappeler que le rôle de l'État est de protéger la société? Ça, je pense que ça va mieux en le disant, parce qu'il y a de quoi en douter. Crime parfait, puisque je disais d'une part les musulmans se jettent sur les progressistes qui font le plein des voix, mais crime parfait parce que les Français, disons non musulmans, les Français de souche, même si j'aime pas du tout cette expression, ils sont convaincus de leur impuissance, puisque ils se font massacrer, leurs flics se font massacrer. Et en plus, on leur dit, attendez, c'est vous les méchants, c'est vous les réactionnaires, c'est vous qui avez des pensées nauséabondes. Et donc, c'est la fatalité qui s'installe, la résignation. Donc, les attentats ont une certaine utilité. Hein. Encore une fois, je mets plusieurs guillemets, l'italique. Hein. Ils ont une grande utilité puisqu'ils démoralisent les Français. Quand on fait la guerre, quand on démoralise l'adversaire, on a déjà presque gagné. Hein. Bon, cette fois, on est vraiment en guerre puisqu'on attaque c'est plus les civils qui sont attaqués, ce sont les policiers. Vous me direz, c'est peut-être mieux que d'attaquer les civils venus assister à un concert ou assis dans une terrasse de café, attaquer les policiers, c'est discutable. Mais le symbole est fort. Les vies se valent évidemment, mais partout. Quand on tue quelqu'un qui a un uniforme, la portée symbolique est plus forte. On en a parlé tout à l'heure. Et là, la distance symbolique entre les terroristes et l'État est de plus en plus réduite. Et ça, c'est un classique des guerres insurrectionnelles, qu'on appelle aussi des guerres asymétriques, c'est-à-dire qu'il y a un faible qui attaque un fort. Parce qu'à chaque fois, le faible, donc l'insurgé, il cherche à contourner les actifs et les armes du pouvoir en place. L'insurgé, au début de la guerre, il n'est pas doté de rafales, ni de F-16, ni de drones, ni de satellites, ni de bases militaires. Hein. Je ne suis pas au courant qu'il y ait une base militaire ou un sous-marin nucléaire des islamistes en Seine-Saint-Denis ou dans une rade à Brest. Ce que fait l'insurgé, qu'il soit islamiste, narco, maoïste ou autre, hein, c'est la même stratégie. Il s'attaque à l'État, donc il s'attaque aux flics, aux soldats, à leurs familles, pour annuler l'avantage de l'État, pour lui signifier que de rien il lui sert à rien, ses tanks, ses chars, son trésor, son budget, son accès à la banque centrale,
ça lui sert à rien, puisque je peux égorger un policier chez lui. Rappelez-vous, il y a eu un attentat en France où on a égorgé des policiers chez eux, une famille, je crois. Je peux vous attaquer au cœur même du commissariat central de Paris, à la préfecture de police. Donc la distance symbolique entre la faiblesse de l'insurgé et la superbe, la majesté de l'État, elle est réduite. Puisque, à quoi sert un drone ou un sous-marin nucléaire, ou même la bombe nucléaire face à un informaticien qui décide de tuer ses collègues? À quoi sert un sous-marin nucléaire face à Amrah ou face à Abdeslam? À quoi ça sert? À rien. À rien. Et donc, c'est une technique d'une guerre révolutionnaire, asymétrique, insurrectionnelle, c'est que l'insurgé, il se hisse au niveau de l'État pour lui parler d'égal à égal. Bon, il ne lui parle pas, il n'y a pas un dialogue. Mais dans l'esprit des gens, le message est très clair. Il joue maintenant dans la même cour. On n'a plus affaire maintenant à des damnés de la terre, à des voyous. On a affaire à des gens qui sont capables d'attaquer l'État au cœur même de son dispositif sécuritaire. Donc, même en Algérie, on a mis du temps à voir ça. Hein. Entre 54 et 62, bien sûr, il y a eu la guerre d'Algérie. Mais pour voir les premières attaques aux casernes françaises par les insurgés du FLN, il a fallu attendre 59, 60, 61. C'est-à-dire quand De Gaulle a dévoilé ses véritables intentions, qu'il a promis l'indépendance, ou l'autodétermination, qui est revenu même. Et là, certains musulmans ont commencé à retourner les armes contre leurs collègues. Il y a eu plusieurs récits, ça c'est l'histoire, c'est archivé, c'est documenté, où on a vu des soldats musulmans tuer leur caporal, tuer leurs collègues, et partir avec armes et munitions, rejoindre le maquis FLN. Mais là, c'était une guerre, disons, enfin... comment dirais-je, là c'était pas au cœur de la métropole, ça se passait en Algérie, bon c'était la France, et vous convenez que c'est pas le cœur de l'île de la Cité quand même. Donc l'heure est grave. Alors la question que je vois aussi sur les réseaux sociaux, est-ce que les musulmans sont dignes de confiance? Est-ce que les musulmans peuvent être fonctionnaires de police, peuvent travailler dans l'armée ou ailleurs? Plusieurs réponses, hein. Deux au moins. La première, c'est qu'on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer puisque les besoins ne sont pas, surtout dans l'armée, je crois, les besoins ne seraient pas couverts sans les musulmans, ni les dom-toms, les gens des dom-toms d'ailleurs. La deuxième, c'est qu'en Algérie, puisqu'on parlait de l'Algérie, les musulmans ont prouvé leur loyauté à la France. C'est plutôt la France qui ne s'est pas montrée à la hauteur de leur loyauté. Le FLN qui a remporté la mise, il avait au maximum 30 000, on appelle les flagas, 30 000 combattants, 30 000 insurgés. La France, elle avait au moins 300 000 musulmans à son service. Et c'était pas des gens qui faisaient de l'intendance ou la cuisine, ou qui serraient les chaussures, c'était des vrais combattants. Il y avait des soldats appelés, donc des gens qui étaient souvent en France et qui ont été appelés dans le contingent, mobilisation. Et puis il y avait des harkis. Alors là, c'est un mot qui est non seulement tabou, mais très mal défini. Les harkis, c'est des gens qui ont été armés par la France, des villageois armés par la France pour faire l'autodéfense de leur village, de leur vallée. Donc ce sont des milices, des miliciens, ou bien des musulmans qui ont quitté leur village pour rejoindre des troupes mobiles françaises, notamment de l'armée de terre, et qui faisaient voilà, le même travail que les soldats du contingent, les Français appelés en Algérie, donc les commandos de choc, les troupes de secteur, enfin bon, je ne rentre pas dans les détails. Donc il y avait d'une part les harkis et les musulmans soldats du contingent. On arrivait à plus de 300 000 éléments quand même, face aux 30 000 du FLN. Donc un rapport de 10 à 1, de 1 à 10, c'est quand même éloquent. Il y a eu des désertions, bien sûr, mais ça s'est passé lorsque les Français ont abandonné le projet de l'Algérie française et les gens commençaient à déserter. Et encore, ce n'est qu'une minorité qui a déserté, même s'il y a eu des cas très retentissants. Et en 62, à partir de mars, c'est-à-dire à partir du cessez-le-feu, jusqu'en juillet, le moment d'indépendance, je crois que c'était le 5 juillet, puis après, tout au long de l'année 62, du deuxième semestre et 63, eh bien, les harkis ont été massacrés. Ils étaient plus de 200 000 à être massacrés. Et de mémoire, la France en a récupéré qu'en 50 000 dans des conditions assez honteuses. Mais ce n'est pas le sujet du podcast. Donc voilà, donc on me dit, enfin je sens ici et là des gens dire qu'on ne peut pas faire confiance aux musulmans. Non, les musulmans ont démontré dans l'histoire récente, c'était pas il y a 2000 ans, récemment, donc l'Algérie, qu'ils pouvaient servir la France contre leurs intérêts à la limite. En Indochine, des milliers de Marocains sont partis volontairement.
volontairement combattre les communistes avec la France, dont un certain Hofker qui a été brûlé en lance-flammes en Indochine. Et pas seulement, il y a eu plus de 8000 ou 10 000 Marocains qui ont combattu avec la France en Indochine, volontairement, j'insiste, et certains ont fait souche parce qu'ils ont pris femme parmi les Vietnamiens, les Vietnamiennes, et il y a eu des soucis pour les rapatrier. Enfin, bon, ça a donné des très grandes histoires de famille. Enfin bon, c'est un autre sujet. Pendant la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père était prisonnier des nazis en Forêt-Noire. Il était musulman pur et dur. Ils étaient des milliers de goumiers marocains, tirailleurs sénégalais, algériens, tunisiens, voilà, à combattre pour la France et contre le nazisme. Et ils étaient plus musulmans que toutes les énergumènes que vous voyez aujourd'hui dans les cités. C'était des vrais musulmans. Ils faisaient leurs prières, ils ne consommaient pas d'alcool, ils ne fumaient pas de cannabis. Et surtout, ils ne vivaient pas C'était pas des délinquants, c'était des vrais paysans. Ils travaillaient la terre. Et souvent, ils avaient faim parce qu'il y avait des disettes. Alors que les délinquants d'aujourd'hui, ils ont le ventre rempli par les largesses de la France. Voilà. Donc, qu'on ne me dise pas que les musulmans ne sont pas fiables. Évidemment qu'il faut se méfier des infiltrations islamistes, mais là, la France se défendra contre les infiltrations islamistes dans ses forces de police le jour où elle comprendra qu'elle est en guerre. Aujourd'hui, elle se refuse à dire qu'elle est en guerre contre l'islamisme. Donc, quand la guerre est déclarée, vous ne voulez pas reconnaître qu'elle est déclarée, ben vous ne pouvez pas vous défendre. Bon, dans ce contexte assez sombre, quand même assez catastrophique, on trouve encore des gens et qui ont pignon sur rue, accès aux grands médias, qui disent qu'il faut nuancer. Enfin, nuancer, c'est bien, il faut nuancer. Et ils disent oui, il faut pas faire preuve de radicalité, il faut pas, l'islam n'est pas un problème. J'ai lu l'immigration est une richesse. Là, ça c'est la meilleure blague. Ça c'est la plus grande fake news de tous les temps, je pense, ou du moins des temps modernes. L'immigration est une richesse, l'islam est une richesse. Enfin bon, ok, d'accord. Et moi je me dis, enfin, je sais pas ce qu'il leur faut à ces gens-là pour ouvrir les yeux. Je me dis, en toute modestie, est-ce que nous ne sommes pas la génération la plus bête de l'histoire de France? Ou la plus bête depuis 1940 au moins? Parce qu'on se fait massacrer là et on en redemande quoi. Plus on se fait casser la gueule, moins on est lucide quand même. Et c'est ce que je disais au tout début du podcast, il y a une certaine lucidité sélective du progressiste. C'est-à-dire qu'il est capable de s'alarmer sur une hausse de la température ou de l'humidité ou du taux de reproduction des algues dans le bassin de l'Amazone ou du fleuve Congo. Et il vous dira tout de suite, c'est la preuve irréfutable que le changement climatique a lieu. Et je sors dans la rue, je descends pour appuyer tous les plans qui vont réduire la pollution et les gaz à effet de serre. Par contre, la même personne, devant le Bataclan, devant le 11 septembre, devant l'attentat de Nice, devant l'attentat de Barcelone, devant les attentats à Berlin, à Londres, devant les frères Kouachi, devant les attentats de la cathédrale de Strasbourg, du marché de Noël, devant les attentats de Kelkal en 95, devant les 250 000 morts de l'islamisme en Algérie, devant les massacres des talibans en Afghanistan. Enfin bon, cette personne-là, devant toutes ces évidences-là, elle va toujours vous opposer une extrême exigence. Elle vous demandera des tonnes de preuves. Elle vous demandera des tonnes elle vous remettra en question. Elle déploiera des trésors de rhétorique, de lucidité et d'art argumentaire pour vous expliquer qu'il ne faut pas sauter aux conclusions. Alors que la même personne, il suffit qu'un enfant nommé Greta lui dise que la banquise est en danger pour qu'elle se jette à l'eau pour aller récupérer les morceaux d'iceberg. Voilà, c'est la génération qui est la nôtre et qui essaie de la lucidité sélective. Alors je me pose la question, est-ce qu'il faut discuter encore avec eux? Quelqu'un qui a une lucidité comme ça, qui est capable du déni le plus délirant, le plus massif face au danger de l'islamisme et qui est capable d'une extrême curiosité, une extrême réceptivité par rapport à tous les faisceaux, les débuts d'indices par rapport au réchauffement climatique, que d'ailleurs je ne remets pas en cause. Donc je me demande si face à ces personnes-là, est-ce qu'il faut encore débattre? Évidemment, je ne dis pas qu'il faut les combattre, mais je dis, est-ce que ça vaut le coup de débattre? Moi je pense qu'on perd du temps, quoi. Il vaudrait mieux s'en prendre à leurs leaders, à ceux qui jouissent du prestige, parce que tout ça c'est une histoire de prestige. Ils ne nous écoutent pas parce que nous n'avons pas de prestige, nous n'avons pas d'universitaires renommés ou qui ont le prix Nobel qui nous défendent.
Nous n'avons pas d'acteurs ou de chanteurs populaires qui nous défendent. Nous n'avons pas accès aux laboratoires universitaires, aux grands médias. Nous ne sommes pas invités nous ne sommes pas dans les livres d'histoire. Donc nous n'avons pas le prestige. Donc il faut peut-être daigner interdire le prestige aux grands leaders du progressisme. Au lieu de perdre du temps à aller convaincre un par un les gens qui ne veulent pas être convaincus, à la limite j'ai l'impression qu'ils veulent mourir, ils préfèrent mourir égorgés que de risquer d'être qualifiés d'islamophobe. Ils préfèrent être blanchis de toute accusation d'islamophobie, j'ai du mal avec ce terme, parce que c'est un terme ridicule. Donc ils préfèrent mourir égorgés que d'être qualifiés d'islamophobe. C'est dire. Donc moi je pense pas qu'il y ait plus grand chose à dire, à débattre avec ces gens-là. Il faut voir comment interdire avant dévitaliser le prestige qui est encore le dernier actif, le dernier avantage aux mains de leurs leaders. Peut-être par l'arme de la dérision, l'arme de l'humour, je sais pas. C'est un sujet qui est encore ouvert. En conclusion, je vous dirais que ce qui pourrait nous arriver de mieux, ce n'est pas un changement de gouvernement, c'est que Greta tourne kazakh, qu'elle tourne sa veste, retourne sa veste, et au lieu de défendre le changement climatique, qu'elle commence à défendre les intérêts du peuple français. C'est pour nous l'occasion de nous faire écouter enfin de nos chers maîtres progressistes qui écoutent Greta, un enfant, que le cri des victimes et la douleur des familles. Je suis désolé du ton, de la teneur de ce podcast. Je me rends compte qu'il est assez sombre. Mais l'heure est grave et comme disait mon père, feu mon père, la vie est trop courte pour se mentir à soi-même. Merci beaucoup. Et pour me soutenir, il suffit juste de partager ce podcast. À bientôt, à la prochaine.